J'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un pays qui est très cher à mon cœur, qui est à la périphérie de l'Europe et de l'Eurasie, qui a fait parler de lui malheureusement pour des circonstances très tristes il y a quelques années de cela, l'Ukraine. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur l'Ukraine dans le cadre de mes recherches en master puis doctorat, et je travaille particulièrement sur les légendes, le folklore et la politique. Et donc, j'avais envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 4 ans de cela, où je me suis rendu en fait chez les sorcières de la forêt de l'Issaora. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Radio Haïdé. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait Haïdé depuis maintenant 5 ans. Je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Adrien. Salut Adrien, comment tu vas ? Salut Thibaut, ça va très bien et toi ? Tout va bien, merci. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? J'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un pays qui est très cher à mon cœur, qui est à la périphérie de l'Europe et de l'Eurasie, qui a fait parler de lui malheureusement pour des circonstances très tristes il y a quelques années de cela, l'Ukraine. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur l'Ukraine dans le cadre de mes recherches en master puis doctorat, et je travaille particulièrement sur les légendes, le folklore et la politique. Et donc, j'avais envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 4 ans de cela, où je me suis rendu en fait chez les sorcières de la forêt de l'Issaora. Qu'est-ce que la forêt de l'Issaora ? C'est très simple, il s'agit d'un mont brumeux, comme on peut le décrire dans différentes mythologies, c'est-à-dire un lieu où se rencontrent les sorcières dans le sabbat, pour le sabbat. C'est une forêt qui se trouve en plein cœur de Kiev, pas loin du métro Vidoubichine, où j'ai décidé de m'y rendre à l'invitation de personnes qui pratiquaient une religion néo-païenne. Le néopaganisme, c'est une religion inventée sur la base du folklore traditionnel. Il existe un peu partout dans l'espace post-soviétique, en Russie comme en Ukraine, et je m'intéressais principalement à cette variante ukrainienne. Cette rencontre a été, on va dire, un peu chaotique, limite comparable à une aventure, dans la mesure où il a fallu pénétrer cette forêt mystique, enchantée, ça n'a pas du tout été facile. Il a fallu faire énormément de détours, traverser des chemins de fer, même des autoroutes à pied, puis gravir ce mont très difficilement. Il neigeait, il faisait froid. J'ai cru entendre au loin parfois des chiens errants, et je ne te cache pas que j'avais un peu peur à ce moment-là, car j'avais énormément lu sur le sujet. J'avais lu que voilà, outre les légendes qui racontaient que des sorcières pouvaient se réunir le samedi pour faire des rituels obscurs, cette forêt abritait des esprits maléfiques, des esprits protecteurs. Il y avait aussi, on racontait il y avait des rites satanistes organisés par quelques organisations peu recommandables. Mais je n'avais pas peur. Finalement, j'ai continué à avancer jusqu'à mon point de rendez-vous, qui était en fait la colline du dieu Perun. Perun, qui est dans la mythologie slave l'équivalent de Thor chez les Vikings, c'est-à-dire le dieu de la foudre. J'ai débouché sur une clairière
où là, il y avait en fait un énorme autel fait de bois qui représentait des figures même slaves de ces divinités. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai assisté pendant presque 45 minutes, finalement, à un rituel néo-païen qui était assez impressionnant. Certes, il y avait peu de monde, mais en tout cas, le rituel a soulevé énormément de questions. Il y avait quelque chose qui se dégageait de ce rituel. Cela a commencé d'abord par des offrandes devant ces statues, des offrandes donc du pain, du miel, de la bière, et puis ensuite des incantations afin de pouvoir rentrer dans l'autel qui entourait en fait la statue du dieu Perun, autel qui était marqué d'ailleurs de différents symboles runiques anciens slaves. Suite à ça, les gens ont commencé en fait à prier, à faire appel aux dieux en leur demandant de leur apporter de la puissance, de les protéger pour les combats à venir. Et je ne te cache pas que j'étais très impressionné par cela. Et ça a vraiment montré en tout cas l'importance que pouvaient avoir pour certains encore ces anciennes légendes slaves dans la vie de tous les jours, bien que, on le sait, l'Ukraine est avant tout une région principalement orthodoxe. Voilà. Ça, c'est vraiment l'épisode qui m'a marqué le plus. Mais après, si on veut vraiment généraliser plus largement sur qu'est-ce qui m'a beaucoup plu dans l'Ukraine, outre voilà l'aspect géopolitique ou en tout cas l'attachement à cette cause, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le lieu pour en parler. C'est vraiment en fait un pays que je recommande dans la mesure où si vous aimez la nature, vous aimez les paysages, alors là, vous allez être servi. Il y a énormément, que ça soit les forêts dans les Carpates, les rives du Dnipro, la steppe pontique. Vraiment, c'est un pays qui vaut le détour et qui, je pense, encore aujourd'hui, n'est pas suffisamment visité par nous autres. Je pense que ça plairait à plus d'un. Merci beaucoup pour ce superbe récit et cette belle anecdote, Adrien. Quels ont été tes 3 coups de cœur en Ukraine? Alors c'est très difficile de choisir, mais je pense pouvoir y arriver quand même. Alors tout d'abord, je pense, mon gros coup de cœur, en tout cas, c'est la ville de Lvov, plus communément appelée. C'est une ville en fait qui se situe à l'extrême ouest du pays, dans la région de Galicie, qui appartenait autrefois en fait à l'empire d'Autriche-Hongrie, puis à la Pologne. Et contrairement en fait aux autres villes d'Ukraine, qui sont principalement bâties dans un style voilà soviétique, un peu gris et tristounet. Lviv en fait respire vraiment par son architecture la Mittel Europa, l'Europe centrale. Il y a vraiment une atmosphère occidentale, européenne, qui est vraiment très particulière. C'est un mélange en tout cas de plusieurs influences, qu'elles soient allemandes, juives, polonaises et ukrainiennes. Et donc c'est vraiment en fait l'une des villes où je me suis senti le plus à l'aise et finalement chez moi. Après, j'ai aussi eu la chance, il y a quelques années, de fêter Noël, mais aussi Pâques en Ukraine, où justement, contrairement en fait à d'autres pays occidentaux, vraiment Noël a gardé en fait quelque chose, une symbolique très forte chez eux. Il y a ce côté vraiment traditionnel qui jaillit en tout cas pendant ces journées-là. Les gens se retrouvent à l'église, les gens se retrouvent au coin du feu, autour d'une table bien remplie. Il y a les koliadas, c'est-à-dire ces chorales qui chantent des chansons de Noël, qui donnent vraiment un aspect vraiment typique et magique en tout cas à la fête de Noël. Ensuite, mon troisième coup de cœur est plus généraliste. J'aime énormément en fait, et ça c'est partout dans l'espace post-soviétique, mais en tout cas en Ukraine j'en ai beaucoup, je les aime très particulièrement. Ce sont en fait les marchés souterrains que vous pouvez trouver près des stations de métro, ou même le grand marché de Livoberezhna à Kiev, qui en fait mélange voilà tous ces produits venus un peu de part et d'autre, d'Ukraine, de Moldavie, de l'espace est européen. Et il y a vraiment quelque chose de typique dont je raffole là-bas. Je ne saurais l'expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui m'attire, et à chaque fois
que je dois voyager, que je dois me rendre à un rendez-vous, j'aime finalement un peu traîner dans ces endroits tellement ils sont magnifiques. Alors, est-ce que tu as vécu en Ukraine? Alors j'ai vécu, ce serait un grand mot, mais en tout cas à chaque fois je suis resté au moins plus de 2 mois sur place, donc ce qui me permet quand même d'être familiarisé en tout cas avec la culture, la mentalité, tout l'ensemble des choses que l'on peut faire en Ukraine. Et tu as visité tout le pays? Alors non, ça c'est quelque chose que je rêve. Il me reste encore quelques villes à ajouter à ma collection. J'ai plutôt fait l'Ukraine centrale et l'Ukraine occidentale, mais j'aimerais beaucoup un jour me rendre voilà dans l'est de l'Ukraine et puis surtout un jour poser mon regard sur la mer Noire. Très bien. Est-ce que tu as une routine particulière quand tu vas justement là-bas en Ukraine? Alors généralement j'étais là-bas, ma routine était un peu la suivante, c'est-à-dire bon, le matin je me levais, je préparais ma journée avec les rendez-vous que j'avais à faire pour mes recherches, donc c'était pas mal de contacts sur Facebook, des échanges de mails, pas mal de lectures, après un petit déjeuner et puis après surtout des balades en ville, les rendez-vous toute la journée pour finir ensuite le soir à Pusatarata, qui est l'équivalent, on va dire d'un flunch, mais version ukrainienne, ce qui est pas cher et délicieux si vous voulez vraiment découvrir la cuisine ukrainienne dans toute sa diversité. Est-ce que tu as des lieux de sortie ou des festivals à nous conseiller en Ukraine? Alors c'est difficile de sortir un peu des sentiers battus, mais je peux vous conseiller, le bar, Holyvy, qui est dans le quartier historique de Kiev-Podil, qui est un bar, voilà, où se réunit la jeunesse un peu branchée de Kiev, voilà, un peu, underground, les cocktails, ils sont délicieux et la musique plutôt bonne. Après, vous avez également tous les parcs de Lviv, que ça soit Zenitsa ou encore le parc, qui jouxte l'université Ivan Franko qui est très bien. Et puis aussi à Lviv, il y a un café que je vous recommande particulièrement si vous aimez justement cette atmosphère un peu viennoise, Mitteleuropa. C'est un café qui s'appelle le Centaure et on y mange excellemment bien. Notamment les virounis, c'est-à-dire ces galettes de pommes de terre ukrainiennes arrosées de crème fraîche. Bon, je note pour mon futur voyage, en Ukraine, hein, tous ces endroits. Est-ce que tu as réussi à rencontrer des locaux sur place et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Oui, j'ai rencontré des locaux. Après, il n'y a pas forcément de recette miracle pour les rencontrer. Je pense il est important en fait de fréquenter finalement les lieux que les Ukrainiens fréquentent et ne pas trop aller dans les endroits touristiques. Les rencontres qui m'ont marqué, oui, il y en a plusieurs. Ça a pu être par exemple une amie à moi qui s'appelle Lesia qui étudiait le français à Lviv et qui m'a fait découvrir la ville. Ça a pu être également un prêtre orthodoxe à Kiev qui s'appelle Yuri, ou encore, je ne sais pas, un monsieur justement qui m'a aidé alors que j'étais perdu dans cette forêt où j'avais rencontré mes néopayas, qui m'avait aidé en fait à sortir de la forêt et puis qui m'avait gentiment raccompagné au métro en voiture. Donc non, non, les Ukrainiens sont vraiment des gens adorables et il est très facile en tout cas de les aborder et pourquoi pas même de nouer de très belles amitiés. Et donc les prononciations des villes, alors en France, on dirait plutôt Kiev, ou ouais, on dirait Lviv et donc tu prononces ça enfin, ça se prononce différemment en ukrainien? Oui, on les prononce différemment. Alors, par exemple, ce sont en fait des villes qui, jusqu'à présent, en fait, appartenaient à la Russie ou à l'Union soviétique et donc avaient gardé, en tout cas, la toponymie russe, chose qu'on a gardé nous en France. Mais aujourd'hui, la coutume veut que, voilà, on ukrainise les noms et donc par exemple Lvov devient Lviv, Kharkov devient Kharkiv, Kiev aujourd'hui bon ça reste en débat mais les Ukrainiens aiment bien qu'on dise Kiev et pas Kiev. OK, très bien.
Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Ukraine? Alors je pense que au-delà de l'Ukraine, je pense que pour l'ensemble de justement des pays, d'Europe, orientale, donc à quiconque souhaite s'aventurer dans ces régions-là, il faut qu'il abandonne tout sens de la logique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas avoir d'idées préconçues, que tout va se passer comme il faut, et justement il faut arrêter de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Les choses sont comme telles, il n'y a pas d'explication possible parfois, et donc vraiment c'est la seule façon, je pense, pour moi d'avoir suffisamment de recul et de pouvoir justement comprendre ce qui se passe parfois, et même justement comprendre un peu les habitants. Est-ce qu'il y a besoin de parler l'ukrainien du coup sur place? Même si bon, depuis la révolution du Maïdan, il y a eu une grande campagne, en tout cas il y a eu une volonté du gouvernement en tout cas de renforcer la langue ukrainienne. Ça dépend, les gens parlent russe en général en Ukraine. Ça Mmh. dépend des régions. Bon, pour ce qui est par exemple de la capitale, Kiev, par exemple, les gens sont quand même russophones, le comprend. Après, à l'ouest du pays, donc dans cette région de Galicie, qui est en fait le bastion, en tout cas le cœur du nationalisme ukrainien, de l'identité ukrainienne, il est préférable plutôt de parler en russe, en ukrainien avec eux. Est-ce que tu as des projets de voyage à l'avenir et où? Oui, alors moi j'aimerais énormément, pour mes recherches, retourner en Ukraine. Il y a également, les pays baltes sur lesquels je lorgne depuis, quelques mois maintenant. Mais, j'aimerais surtout en fait, visiter en fait, la Iakoutie, qui est, donc, une région, une république, autonome, au sein de la Fédération, de Russie, qui se situe, dans l'extrême-orient russe, et d'où est originaire ma fiancée. Là-bas, j'ai vraiment envie de visiter par exemple le glacier Boulous, ou de manger par exemple des plats nationaux yakoutes, au restaurant Tchirun Moran, qui qu'on m'a plus que recommandé. Bon, je dois encore choisir la saison, car entre le froid extrême de l'Ukraine, qui peut de l'hiver, qui peut tomber jusqu'à -50, et l'été caniculaire où il y a des moustiques, voilà, il faut que je trouve le bon créneau, mais je ne désespère pas un jour, une fois que la pandémie sera terminée, de pouvoir prendre un avion et visiter cette région qui a l'air tout simplement magnifique. Alors tu parlais au début de ta dernière réponse de tes recherches. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce que tu fais? Oui, alors moi je suis doctorant en histoire à l'Institut des langues et civilisations orientales. Je travaille en fait sur l'histoire de la région Baltique Mer Noire. Donc je m'intéresse principalement aux grands bouleversements historiques de la région au cours du XXe siècle, et je m'intéresse aussi à l'histoire des idéologies, l'histoire des idées politiques qui ont pu naître et se développer dans la région. Voilà, ça me permet de brasser un certain nombre de problématiques, que ce soit des problématiques contemporaines, comme par exemple le conflit russo-ukrainien, l'écologie, ou plus généralement, voilà, des choses plus culturelles comme j'avais pu le dire raconter au début, l'idée des religions natives, païennes, slaves, voilà. Et c'est aussi pour ça du coup que tu vas assez souvent dans ces régions, d'Europe. Oui, je vais souvent là-bas pour récupérer des archives qui ne sont pas accessibles ailleurs autrement, et puis surtout en fait, je travaille énormément à partir d'interviews que je fais avec des acteurs locaux, ce qui me permet en fait d'approfondir un peu ma réflexion, et puis aussi de confronter un peu les points de vue, voilà, et de vérifier les hypothèses que j'émets. Alors justement, comment tu prépares tes voyages? Ça dépend, mais en règle générale, donc, je fais énormément de lectures pour m'imprégner un peu de l'histoire, pour cerner un peu les grands événements, comprendre la culture locale. Internet me sert aussi un peu, mais après j'essaye le plus souvent en fait de me laisser surprendre sur place. Donc il n'y a pas forcément de recette particulière lorsque je prépare mes déplacements. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos? Alors il y a mon ordinateur, un carnet de notes et des livres, beaucoup de livres.
Est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, alors je suis pas un grand adepte des photographies et des albums de vacances car je préfère en fait avoir ressentir et conserver les impressions de mes voyages, voilà, avoir des souvenirs. Mais je fais parfois quelques photos sur Instagram, donc on peut me retrouver dessus, donc Adrien Nonjon ou sur Twitter Adrien Nonjon. Voilà. Très bien. Bon, on mettra ces liens sur ce podcast. Si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? Pour moi, ça me fait penser à une belle aventure qui a commencé, je crois, si je me souviens bien, 6 ans auparavant. C'est-à-dire un beau projet animé par des passionnés qui sont toujours en quête d'un regard original sur une région le plus souvent méconnue et un projet qui, j'espère, vivra encore très longtemps. Est-ce que c'est un mot qui est utilisé dans les pays plutôt du coup du nord, de l'Est? Non, pas du tout. Alors si je me AID, je crois que ça veut dire en avant, donc Ouais. l'équivalent russe ou ukrainien, ce serait plutôt Davai ou Period. Donc tu fais partie des passionnés d'Europe de l'Est. Comment ça t'est venu cette passion? C'est une longue histoire. Est-ce que tu aurais 2 heures? Non, enfin, disons qu'en fait, outre un intérêt pour l'histoire et la culture de cette région-là, c'est un attrait qui s'explique par une histoire familiale qui est liée à cette région. En fait, ma mère, même si elle était française, en fait, a vécu pendant plusieurs années derrière le rideau de fer entre la Hongrie soviétique et l'URSS brejnevienne. Et donc en fait, je pense que inconsciemment, elle m'a donné ce virus quand j'étais petit. Donc tu as été rédacteur et même rédacteur en chef pour Haïdé pendant quelques mois, voire quelques années. Est-ce qu'il y a un article dont tu es particulièrement fier? Ah, le choix est difficile. C'est vrai que j'ai fait mes premières armes en géopolitique sur AID en proposant des articles sur différents enjeux, que ce soit par exemple les pays baltes sont-ils des pays nordiques, les élections législatives en Macédoine, j'ai un peu parlé de la situation politique en Ukraine, j'ai parlé de l'amitié franco-polonaise, mais je suis assez fier quand même de mon reportage sur le Ragnarok Festival, qui était un festival de métal en France qui avait mis à l'honneur l'Ukraine et sa culture et donc je crois que ça a été l'article le plus consulté et lu parmi ceux que j'avais écrits et c'était même parfois surprenant et aussi très gratifiant de voir que parmi la multitude de gens qui avaient aimé l'article il y avait les groupes qui avaient joué et donc qui avaient aimé et puis relayé sur leur propre page, donc ça je pense que oui c'est l'article dont je suis le plus particulièrement fier. Tu y retournes des fois du coup dans ce festival? Ce festival n'existe plus. Ah, Il a, suite à différentes histoires, bon que je passe, mais il a déménagé maintenant d'accord. en Ukraine, dans la région de Kharkiv, et qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, le Kolovrot Festival. D'accord, très bien. On arrive à la fin de ce podcast déjà. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Ah, oui, j'ai même quelques recommandations. Alors, si vous traînez un peu, voilà, sur YouTube et que vous voulez vous découvrir un peu plus l'Europe de l'Est, je vous conseille alors d'abord la chaîne YouTube GouVHD. Qui est excellente. Donc c'est un monsieur qui raconte en fait plein de petites anecdotes sur d'abord la décennie noire, c'est-à-dire 1990 quand l'URSS s'est effondré. Il déconstruit pas mal de clichés qu'on peut avoir sur les gopniks, sur les kalachnikovs. Donc c'est vraiment bien fait, c'est drôle, c'est très très bien documenté. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Enfin, si vous aimez un peu plus la musique et notamment aussi toutes les sonorités électroniques ou rock qui ont pu naître à la fin des années 90, il faut absolument que vous alliez voir la vidéo d'un youtubeur metal qui s'appelle Maxwell et qui a fait une vidéo qui s'appelle Les épées de l'Est, qui retrace en fait toute l'histoire de ce qu'on appelle la Cold Wave post-soviétique, donc c'est-à-dire des groupes comme Kino Tsoy, voilà, et donc il a fait vraiment un travail de fou sur ce genre musical qui est très particulier, qui a donné naissance justement à la Russian Doom Music.
Donc allez voir ça, c'est très intéressant. Et puis après, il y a aussi Life in Yakutia comme youtubeuse qui raconte un peu justement la vie de tous les jours en Yakoutie. Et j'avais beaucoup aimé également une autre chaîne faite par deux Français qui avaient fait un énorme road trip en Russie. Donc ces deux youtubeurs s'appellent The WHV Nomads. Et donc pareil, voilà, ça donne vraiment envie de voyager, ça nous permet un peu de s'évader. Et ça fait vraiment du bien par les temps qui courent. Eh ben, merci beaucoup. On mettra du coup tous ces liens aussi sur le podcast. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi, Thibaut. De nous avoir fait découvrir l'Ukraine sous un autre jour. Et à bientôt. À bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!